Bienvenue à tous. Merci d'être là en ce jeudi soir pour parler, vous l'aurez compris, de sport, de climat et de développement durable. Quel est l'impact du monde sportif sur la nature, sur le climat? Quelles sont les initiatives qui ont été mises en place? Quelles sont celles qui seront mises en place dans les mois ou les années à venir? Il ne nous a pas échappé que nous sommes à quelques mois maintenant de la grande conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Ce sera à Paris à partir du 30 novembre prochain et jusqu'au 11 décembre. Donc c'est un moment important. Pourquoi? Tout simplement parce que je dirais que la diplomatie climatique a parfois du mal à se mettre en place, que les intérêts divergent au niveau des États, souvent pour des questions économiques, mais pas seulement, parfois pour des questions purement et simplement culturelles. Ce qui est sûr, c'est que l'innovation technologique, c'est bien, c'est fondamental. Les décisions politiques, c'est nécessaire, mais tout vient de nous, de vous, de moi, de nous tous, de manière individuelle ou collective. Si on a, je pense, intégré aujourd'hui la notion environnementale et surtout ce qui nous occupe aujourd'hui, le développement durable, c'est un peu différent. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec Maëlle Besson et Pascal Vautier. Si on a intégré cette notion, il y a encore beaucoup à faire en termes de comportement. C'est incontestable. À l'étranger, parfois, les gens sont, et on verra avec Sébastien Chabal, parfois peut-être plus pertinents, un petit peu plus en avance. Nous, je pense qu'on a fait de très, très gros efforts depuis de nombreuses années maintenant. Et dans le domaine du sport, en particulier, pour ne rien vous cacher, en préparant cette conférence, je me suis dit, mais il y a eu tout ça de fait quand même. À la fois au niveau du ministère des Sports, bien évidemment, le CNOSF, mais aussi les associations, les clubs, les fédérations sportives. Pour certains, vous faites partie d'associations ou de clubs de sport. D'ailleurs, on aura quelqu'un de la Fédération française de tennis de table qui viendra nous parler tout à l'heure parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites au sein de cette fédération. Donc le sport est en mouvement. Le sport respire, transpire, nous dit cette conférence. Je crois que c'est vrai pour les années à venir. Et ce que je vous demande, c'est vraiment d'intervenir, parce que le but de cette conférence de ce soir, c'est l'interaction, l'interactivité, que vous puissiez faire part de votre expérience, échanger avec nos intervenants, leur poser des questions, suggérer peut-être un certain nombre de choses. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas bien et qu'il convient de changer ou d'améliorer. C'est peut-être le moment de le dire. Donc on verra tout ça ce soir. On est ensemble donc jusqu'à 20h. Les intervenants, je vais vous les présenter maintenant, à commencer par Sébastien Chabal. Mais est-ce que j'ai besoin de vous présenter, Sébastien? Tout le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît. On va peut-être vous donner un micro parce que ce sera tout de suite mieux. Ça marche beaucoup mieux avec un micro. C'est une femme de radio qui vous dit ça. Voilà. Sébastien Chabal, ancien international de rugby, deuxième ligne, troisième ligne, parce que vous avez changé de poste. 62 sélections dans le 15 de France. C'est quand même pas mal. 2 tournois destination, un grand chelem en 2010. Un peu plus de tournois, mais 2 victoires. 2 victoires. Il n'y a que les victoires qui comptent, de toute façon. Dans on se rappelle que de celle-ci. On se rappelle que de celle-ci. 10 ans, en tout cas, au plus haut niveau dans le rugby. Et donc, vous allez tirer votre révérence, puisque dans 15 jours, le 4 juillet, vous allez faire ce qu'on appelle un jubilé. Ce sera à Lyon, à Gerland. Ça, c'est le dernier galop avec les copains. Voilà, pour ça veut dire que ça va s'amuser. Je pense qu'on va s'amuser ce soir. On sera là pour ça. Voilà, pas de pression et du bonheur, du plaisir, du partage. Il n'y a pas un petit pincement au cœur d'arrêter une carrière internationale aussi brillante? Alors, brillante, merci. Si, je pense que tout le monde partage. Moi, j'ai fait que m'amuser. Pendant 16 ans, je me suis amusé. Donc, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Je pense qu'il faut savoir dire stop. Maintenant, j'ai une seconde vie qui me passionne aussi. Donc voilà, je suis un privilégié de la vie et la vie est douce, comme j'ai tendance à dire. En tout cas, cette question, c'est que vous êtes un homme curieux, Sébastien Chabal, un homme d'initiative aussi. Vous avez créé Chabal Sport Citoyen en partenariat avec Generali, qui nous accueille aujourd'hui. C'est quoi le concept de ces terrains multisports? En quoi c'est éco-responsable? C'est éco-responsable parce que c'est un terrain qui est éco-conçu, voilà, avec des matériaux recyclables. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les produits qui composent le terrain, mais on peut parler de la pelouse synthétique, voilà, qui est une pelouse non lestée, où déjà on a éliminé les granules. Les granules sont souvent des pneus broyés et qui sont compliqués à recycler. Et la fibre est pour majorité des bouteilles de plastique recyclées. Donc voilà, c'est un exemple et c'était
important pour moi d'essayer d'apporter un produit qui ne finisse pas dans un endroit où on ne puisse pas le recycler, on ne sache pas quoi en faire. On trouve tellement de produits aujourd'hui, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent, qui évoluent. Voilà, il fallait apporter une petite pierre à l'édifice à ma petite échelle et je suis plutôt fier et content de ça. Il y a déjà un terrain multisport qui a été inauguré, je crois que c'est tout près d'Annecy, et d'autres vont sortir de terre. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Voilà, cinquantaine au total, oui. On se déploie. Voilà, vous avez souligné que Generali était à nos côtés et on les en remercie dans leur programme de sport responsable. Voilà. Donc voilà, et à travers ces plateaux sportifs qui sont là pour faire la promotion du sport auprès des enfants, on apporte un programme de pédagogie, d'éducation par le sport. Et là, voilà, on prêche la bonne parole. Donc on parle de tous les sujets citoyens. Voilà, on parle d'écologie, de vivre ensemble, de violence. Donc voilà, mais on parle aussi de notre sujet de ce soir, parce que je pense que le devoir qu'a un sportif, en tout cas, c'est de s'engager, d'être engagé. Moi, je me suis engagé dans cette voie, et ça passe par là, ça passe par la transmission, faire comprendre aux enfants que voilà, notre planète, il faut en prendre soin. Et c'est des petites actions, plus d'une petite action qui font des petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est exact. Mais vous-même, Sébastien Chabal, vous avez toujours eu une sensibilité à l'environnement, au développement durable, dans votre vie de citoyen au quotidien? Alors, pour être très honnête, pas du tout. Non, c'est pas du tout, mais pas trop, parce qu'on entendait. Je suis un peu comme tout le monde. Voilà, il y a quelques années où, quand j'étais jeune, on n'en parlait pas, on ne faisait pas attention. Aujourd'hui, je fais le tri sélectif, je fais attention de fermer mon robinet. Enfin, je fais des petits gestes du quotidien qu'on devrait tous faire parce qu'on a été sensibilisés. Et c'est pour ça qu'on est tous là, voilà, pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes et que tout le monde, voilà, fasse des petits gestes quotidiens qui peuvent avoir des grandes conséquences, des grands succès. Alors, tout au long de cette soirée, vous allez nous expliquer bien sûr encore plus en avant le pourquoi de ces terrains multisports, de votre engagement. On va faire un petit tour, non pas de table, il n'y a pas de table, un petit tour de chaise. Maëlle Besson, alors vous, c'est le ministère des Sports. Vous êtes chargé de mission sport et développement durable au ministère des Sports. Et ça fait 5 ans que vous planchez, que vous travaillez sur le sport et le développement durable. Rassurez-moi, en 5 ans, les choses ont bougé. Vous sentez le curseur évoluer ? J'espère, oui. Non, le simple fait qu'on soit aussi nombreux dans la salle ce soir montre, il y a quelques années, mais on le disait tout à l'heure, hein, il y a quelques années, quand le CNO a commencé à travailler sur l'agenda 21, quand on a mis en place en 2010 la stratégie nationale de développement durable du sport, toujours avec le CNO, on nous posait la question, mais quel est le lien en fait, développement durable et sport? Pourquoi on veut le lier les deux? Puis maintenant, c'est un fait. C'est un fait. Plus personne ne remet en question le rôle de l'homme de manière générale sur les enjeux climatiques, sur les enjeux environnementaux, de manière générale le rôle du sport en termes d'éducation. La question maintenant, c'est comment on transforme cette prise de conscience en changement. Comment on arrive à transformer et faire évoluer finalement nos comportements. Parce qu'on est tous là, je pense qu'on a tous, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui n'ait pas une chose qui est faite à l'autre bout de la planète en termes de textile. Donc voilà, comment on arrive à transformer notre prise de conscience en changement. Donc, sans que c'est toute une économie qu'il faut changer, parce qu'évidemment, derrière ça, il y a peut-être une volonté de changer de comportement. Après, il y a la réalité, ce qui n'est pas toujours facile à assumer. Vous l'avez très bien dit, en fait, c'est l'affaire de tous, vraiment de tout le monde et à tous les étages. On ne peut pas parler d'éco-conception de matériel sportif sans mettre autour de la table les fabricants, les distributeurs, les fédérations qui vont avoir un rôle, les éducateurs, les pratiquants. Il faut qu'on travaille en transversalité sur le sujet et avec tous les acteurs, avec vraiment tous les acteurs. Et c'est vraiment l'affaire de tous, chacun sur son domaine, à arriver à faire avancer les choses, à interpeller aussi son partenaire, sa partie prenante sur le sujet. Alors, parmi les acteurs, il y a le CNOSF, le Comité national olympique sportif français. Pascal Vautier est avec nous. On s'est parlé au téléphone pour préparer cette conférence avant-hier, et vous me disiez une chose très intéressante. Vous avez créé l'agenda 21 en 2003, autrement dit, il y a 12 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez fonctionné du bas
vers le haut, et non pas l'inverse, ce qu'on reproche souvent aux organismes, quels qu'ils soient, en disant bah oui, tout se décide dans les bureaux confinés à Paris, bien loin de la réalité du terrain. Et bien là, vous avez voulu faire l'inverse. Expliquez-nous comment avez-vous travaillé. Bah écoutez, c'est très simple. D'abord, alors je vous prie de m'excuser, j'ai un petit problème d'extinction de voix, donc heureusement que le micro est là pour pouvoir relayer et me donner un petit peu plus de puissance. Ce qui a été pour nous important, c'est que c'est d'abord le Comité international olympique qui s'est penché sur une prise en compte différente des Jeux olympiques. D'abord en inscrivant comme troisième pilier fondamental de l'olympisme l'environnement, donc le sport, la culture et l'environnement. Et très rapidement, alors ça c'était déjà dans les années 80-90, et puis en 1999, le Comité international olympique a publié son programme en faveur du développement durable, l'agenda 21 du sport, tout simplement parce que l'universalité de l'olympisme fait qu'on s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas se limiter simplement à la prise en compte de l'environnement, mais qu'il fallait vraiment prendre en compte toutes les composantes de ce qui est le développement durable, c'est-à-dire également les conditions économiques et les conditions sociales dans lesquelles on vit. Et le tout dans un esprit de ce que j'appellerais de la gouvernance partagée. Alors, fort de cette expérience, le président du CIO à l'époque, Juan Antonio Samaranch, a demandé à chaque comité national olympique d'engager une démarche visant à créer un programme en faveur du développement durable, un agenda 21. Et le Comité national olympique et sportif français est le premier comité national olympique au monde à avoir relevé le défi en disant « on va faire un programme en faveur du développement durable ». Quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit en réalité. Parce que faire un programme, effectivement, on s'est posé la question, on va le faire comment ce programme ? Et puis finalement, très rapidement, ne serait-ce qu'avec les administrateurs du comité olympique, on s'est rendu compte que les uns et les autres, chacun dans leur fédération, avaient des bonnes pratiques, des actions concrètes qui étaient engagées dans leur club, sur le terrain. Et donc, on a décidé de faire une grande enquête avec la participation de l'ensemble de nos fédérations sportives, membres du comité olympique, de faire une grande enquête sur le terrain, redescendant jusqu'au club, pour remonter toutes les bonnes pratiques en matière économique, sociale, environnementale et aussi dans les questions de gouvernance, ce qui nous a permis de mettre en œuvre ce programme Agenda 21 du sport français. Dont on va parler ce soir avec des exemples très concrets de fédérations sportives. On parlait des jeunes tout à l'heure avec Sébastien Chabal. Laetitia Zappella, vous êtes à l'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques et d'éducation physique. Alors, vous travaillez avec tous les publics, il faut quand même le dire, pas forcément les jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a une grande partie qui est consacrée aux jeunes. Ce qu'il faut quand même savoir, parce que ce sont les chiffres aussi, 400 000 licenciés à l'UFOLEP, c'est énorme. 10 000 associations et plus de 130 activités sportives. C'est dire la largeur du travail que vous effectuez. Avec les jeunes, est-ce que là aussi vous sentez qu'ils se sentent concernés aujourd'hui, que les choses ont évolué et que le développement durable est quelque chose dans leur tête à part entière maintenant ? Je pense que ça va dépendre des jeunes, de toute façon. Après, moi, le constat que j'en fais, c'est... Mais même aujourd'hui, ceux que vous fréquentez. Non, mais voilà. Ce que je fréquente, en fait, par rapport on a l'exemple du service civique. C'est-à-dire que nous, on a commencé le service civique volontaire avec la Ligue de l'enseignement, dont on fait partie. On a développé le service civique, et à travers le service civique, il y avait déjà des missions sur le développement durable. Au niveau des jeunes qui postulaient aux missions de développement durable dans le sport, au service civique, moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, c'était souvent des gens qui venaient d'autres secteurs que le sport. Maintenant, c'est souvent des gens qui ont fait STAPS. C'est des personnes qui... Donc, en fait, on voit que ça s'est diffusé. C'est pas forcément des gens qui sont issus d'un milieu lié à l'environnement ou lié à des secteurs proches de l'environnement. C'est vraiment plus élargi. Donc, moi, effectivement, on constate qu'il y a quand même une diffusion qui se fait dans les secteurs. Ça reste plus... C'est plus un sujet d'initié, on va dire. Alors, Maëlle Besson, je reviens vers vous. Quelle est la stratégie aujourd'hui du ministère des Sports et quelles sont les actions concrètes qui ont été menées ? Est-ce qu'il y a des exemples justement pour illustrer votre travail en faveur du développement durable ? Alors, oui, évidemment, on fait pas mal de choses. En fait, je vais peut-être le découper en quatre parties qui représentent finalement nos 4 métiers à la mission sport et développement durable. Il y a évidemment de définir la stratégie. Donc, on avait décliner la stratégie nationale du développement durable du gouvernement, du ministère de l'écologie au sport. Là, on est du coup dans un processus de réécriture de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable du ministère de l'écologie, toujours pareil au sport. Et on a, pareil, sur la stratégie nationale pour la biodiversité, on la décline, on essaye d'accompagner les acteurs du sport à intégrer cette stratégie nationale. Donc en fait, on est plus dans s'inscrire dans un cadre gouvernemental
et l'adapter au sport sur les stratégies nationales qu'à faire sa propre stratégie. Il faut qu'on soit un peu cohérent avec le reste. Donc il y a ce premier travail, et puis évidemment il y a la COP21 qui nous donne une ligne directrice un petit peu très climatique et biodiversité cette année-là. Merci d'avoir rappelé que cette stratégie nationale de développement durable, le développement durable et même l'éco-responsabilité, on entend bien l'aspect, les trois sphères sociales, environnementales et économiques. Ce qui crée parfois des confusions, parce qu'on parle environnement, développement durable, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus large. Quand on parle d'éco-responsabilité au ministère des Sports, on entend bien l'ensemble des sphères, même si le manque de savoir, d'expertise, d'expérimentation est beaucoup sur l'aspect environnemental. Le social, l'économique, ça fait longtemps qu'on y travaille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, au contraire. Quand on parle d'égalité homme-femme, il y a encore beaucoup à faire. Mais voilà, l'environnement, c'est peut-être le sujet d'attention en ce moment avec une COP21. Donc il y a ce premier travail. Ensuite, il y a inciter, voire obliger les acteurs du sport à intégrer une démarche de développement durable. Pas facile d'obliger. Pas facile, mais on le voit, il y a de plus en plus de territoires qui éco-conditionnalisent des subventions, qui demandent que l'aspect développement durable, environnement, social, économique soit pris en compte et qu'il soit pris en compte dans l'attribution des subventions. Donc voilà, on travaille à ce genre aussi d'incitation. Après, il y a un travail, une fois qu'on est incité à obliger, il y a un travail d'accompagnement et de créer des ressources. Donc on a mis en place un centre de ressources sport et développement durable avec des bibliothèques de ressources, avec des webconférences, avec toute une panel de ressources mobilisables pour les acteurs, que ce soit tête de réseau au club, avec des outils pédagogiques pour les éducateurs sportifs et tout ça. Et puis le quatrième métier, finalement, c'est valoriser. C'est valoriser parce qu'on a besoin aussi d'avoir ce moteur d'innovation, d'expérimentation. Et là, on met en place plusieurs actions. Pour sortir un peu peut-être juste du mouvement sportif et fédération, on est partie prenante d'une initiative de la Fédération des professionnels du sport qui regroupe les fabricants distributeurs de matériel sportif sur les EcoSport Awards, qui est finalement un trophée de l'éco-conception, de l'innovation sur les questions environnementales et plus largement développement durable dans ce secteur-là. Donc voilà, en gros, on essaie d'avoir un panel d'actions qui répond finalement au cadre, définir un cadre, à inciter, accompagner et puis valoriser. C'est un peu classique, mais finalement, c'est une solution qui marche un petit peu. Alors, on parlera avec Pascal Vautier dans un instant, mais je disais qu'il fallait des exemples concrets, des initiatives. Or, il y en a des initiatives. Marc Bultez va nous rejoindre. Alors, Marc Bultez a créé une recyclerie sportive. Enfin, en tout cas, c'est votre projet. C'est quoi ce concept ? Le projet de recyclerie sportive, en fait, ça a les fonctions d'une ressourcerie. Donc, vous êtes dans la région parisienne, oui, pardonnez-moi, tout à fait. Je ne l'ai pas précisé. Je suis en région parisienne, à Massy même précisément, terre de rugby également. et en effet, moi j'ai eu l'idée de monter une recyclerie sportive et de créer une recyclerie sportive, puisque souvent on s'attaque sur l'événement à dire aux supporters, ok, on va déposer on va mettre une éco-cup sur l'événement pour bien trier et autres, mais on ne s'attaque pas véritablement aux déchets du sportif quotidien. Et là-dessus, quand on est... C'est au matériel, par exemple. Au matériel et l'équipement sportif, tout à fait. Et là-dessus, quand on réfléchit un petit peu, il y a des expérimentations, il y a des ressourceries qui se sont créées, que vous devez sûrement connaître. Des ressourceries, ça a pour fonction de collecter du matériel, de le valoriser, donc le nettoyer, le réparer, le remettre en circulation de marche, ensuite de le redistribuer, donc redistribuer à travers une boutique solidaire ou à travers des actions de solidarité qu'on pourrait envisager, et ensuite de sensibiliser à l'éducation sur l'environnement. Donc c'est une filière complète, c'est une filière complète, que vous voulez mettre en place, de la collecte des équipements jusqu'à leur commercialisation. C'est un peu ce qui se fait dans l'électroménager finalement. Ça existe ça déjà avec l'électroménager? Oui, il y a en effet des réseaux en vie. Il y a aussi le réseau Emmaüs qui collecte énormément et mais souvent on ne va pas dans une ressourcerie pour acheter du matériel sportif.
Donc, et ça concerne aussi bien les particuliers que les clubs. Moi, si par exemple j'ai un tapis de course chez moi et que j'ai envie de m'en séparer, je peux aller vous voir et vous allez vous en occuper. Donc, je vous l'apporte, je suis sympa, oui. Et puis vous allez le recycler. Ben c'est ça. En fait, dans le recyclage, c'est vrai que quand on parle de zéro déchet, en effet, le zéro déchet, c'est toujours celui qu'on ne produit pas de déchets, donc qu'on n'a pas acheté ou créé. Donc, c'est de réduire déjà ces achats. Ensuite, c'est donc d'allonger la durée de vie de l'objet. Donc là, on met en place des formations d'auto-réparation pour apprendre aux gens à réparer son matériel sportif d'une manière générale. Et ensuite, on a la filière de réemploi. Donc là, on est sur le marché du seconde main, clairement. Plutôt que d'acheter du neuf, on va acheter du seconde main. Et par la suite, on a encore de la transformation, du détournement d'objets. Donc là, ça va être un miroir fait avec une raquette de tennis, par exemple. Voilà, en termes de création. L'objectif. Je suis sûr que ça peut se vendre très cher, ça. Non, mais l'objectif, c'est vrai que c'est aussi d'essayer de transformer ce déchet en ressource. Il faut savoir que ce déchet, il y a un impact qui est non négligeable. Aujourd'hui, soit on enfouit, soit on incinère. Il y a des impacts écologiques qui sont assez importants là-dessus. Donc voilà. Et vos points de collecte, où seront vos points de collecte? Est-ce que vous avez pensé éventuellement travailler avec les clubs sportifs, j'imagine, mais avec des magasins de sport? Parce que c'est peut-être pas simple, ça veut dire concurrence. Non, puisque ils ont du déchet. En effet, il y a même des initiatives de sport pour tous, enfin de grandes entreprises qui sont dans le sport pour tous, qui mettent en place des achats où les gens peuvent revendre leur matériel sur place. Donc du coup, les gens récupèrent un bon d'achat dans le magasin. Mais à la fin, souvent, il y a beaucoup derrière ce type d'événement de déchets, parce que les gens, ils n'ont pas vendu leur matériel et ils l'ont laissé au magasin. Et derrière, tout va à la benne. Donc voilà. Et vous en êtes où de ce projet-là? Ça avance? Vous travaillez donc avec l'atelier Île-de-France qui vraiment vous accompagne votre démarche? Et là, vous en êtes où? Alors en effet, j'ai commencé ces initiatives à une rencontre sport, colloque d'atelier que Maël avait mis en place à la base de Cergy de Loisirs il y a de ça plus d'un an. Et ensuite, j'ai continué un petit peu mes étapes, mes avancées. J'ai répondu à des appels à projets que lance le territoire sur des initiatives d'économie sociale et solidaire. Donc mon projet a été retenu. J'ai eu la chance d'avoir un bureau d'études qui travaille avec moi sur ce projet. Et donc j'attaque au mois de juin avec des ateliers mobiles d'auto-réparation, de sensibilisation au réemploi et du matériel et de l'équipement sportif dans un premier temps, puisque j'ai toujours pas de locaux. Je suis en train d'avancer sur des locaux sur Massy, sur une première boutique solidaire et d'ateliers où les gens vont pouvoir venir réparer. Donc après, on travaille en local, forcément, pour ces questions d'économie sociale solidaire. Et on met en place des ateliers auprès de bailleurs sociaux où on arrive à avoir aussi du mécénat de compétences auprès de grandes distributions et une araignée, des projets d'insertion. En effet, c'est une bonne araignée. Ouais. Pascal Vautier, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de ce projet? Je suis blessé, je vais aller sur l'infirmerie. C'est un projet qui est forcément intéressant et qui mérite d'être encouragé. Ça va exactement dans le sens de ce que disait Maël tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est important à un moment donné que chacune d'entre nous soit un acteur au quotidien de ce qu'on appelle le développement durable. Et ça passe effectivement par le recyclage des matériels sportifs qu'on utilise au quotidien, qui ne doivent pas finir incinérés dans une décharge, mais effectivement qu'on a la possibilité de pouvoir recycler. Ça me fait d'ailleurs penser que des initiatives de recyclage, je crois que j'avais vu dans la liste des
des personnes participantes qu'il y avait quelqu'un de la fédération de tennis, d'un club de tennis qui devait être là. C'est l'opération, par exemple, balle jaune de la Fédération française de tennis, qui est absolument remarquable. C'est-à-dire que ces balles dont on ne sait pas quoi faire, dont on ne savait pas autrefois quoi faire, lorsqu'elles n'étaient plus utilisables, on les récupère, on retire la feutrine, on récupère le caoutchouc des balles, et avec le caoutchouc des balles, on fait des tapis, et ces tapis peuvent servir, par exemple, pour la pratique du fauteuil tennis. Moi, je trouve que tout ça, c'est absolument extraordinaire et que l'ensemble de ces gestes vont dans le bon sens. Et je crois d'ailleurs justement, vous faites du judo, Marc Bultez. Je crois qu'on recycle des kimonos. On recycle, on essaye de trouver une solution. Ouais, en effet, on fait des sacs à main. Voilà. On essaye de trouver des solutions. Ouais. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite et que vous puissiez mener votre projet à terme. Pascal Bottier, toujours dans le concret, au niveau du CNOSF, quels sont vos projets là, à la fois pour le présent et pour l'avenir, et puis des exemples qui vous ont vraiment marqué, des exemples que toutes les fédérations sportives devraient suivre, parce que ça évolue vraiment. Oui, ça évolue bien, ça c'est clair. Un des enseignements de la réalisation de l'agenda 21 du sport français, en recueillant les bonnes pratiques sur le terrain, ça a été de se rendre compte que dans tous les domaines du développement durable, un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les associations sportives étaient déjà actrices sur le terrain du développement durable, quelquefois depuis des dizaines d'années, dans tous les domaines, que ce soit social, économique, environnemental. Sauf qu'on ne le faisait pas partager, qu'on ne le portait pas forcément à la connaissance, et puis que certains gestes qui paraissaient logiques au sein des associations, quand on essaye d'habiller ça avec cette notion du développement durable, on dit bah oui, couper l'eau, éteindre la lumière en sortant d'une salle, d'un vestiaire ou autre. Bah oui, on faisait déjà ça quand on était gamin. On en parlait tous les deux quand on a préparé l'émission. Moi, je suis né en 60. Quand j'étais gamin, c'était les parents qui, le week-end, emmenaient tantôt 3-4 gamins. La semaine d'après, c'était une autre famille. On faisait déjà du covoiturage, sauf qu'on n'appelait pas ça du covoiturage. Mais on était déjà dans une logique d'avoir finalement des actions qui généraient un petit peu moins de gaz à effet de serre, sauf qu'on n'en avait pas forcément conscience. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de porter tout ça à connaissance. Mais je crois d'ailleurs que le covoiturage aujourd'hui fonctionne très bien. Enfin, les jeunes sont vraiment dans cette philosophie-là de covoiturage, et en cela, sans doute qu'Internet et les réseaux sociaux, au moins c'est le bon côté des réseaux sociaux et d'Internet, favorisent ce genre de choses. Sébastien Chabal, vous qui avez eu une carrière internationale, vous avez rencontré beaucoup de sportifs. Est-ce que le sport dans d'autres pays, je pense dans les pays du Nord, la Nouvelle-Zélande aussi, terre de rugby, est-ce qu'on a une approche entre le sport et le développement durable encore plus aboutie ? Je pense que, moi j'ai joué en Angleterre et j'ai beaucoup joué dans des pays anglo-saxons. Après, des actions, je ne pourrais pas en citer, mais c'est l'éducation. C'est l'éducation à travers le sport. Et je crois qu'on a encore pas mal de boulot à faire chez nous, même s'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, et aujourd'hui c'est en train de rentrer dans les mentalités et dans les mœurs. Vraiment, les anglo-saxons, moi j'ai trouvé, pour avoir vécu 5 ans en Angleterre, qu'ils se servaient beaucoup du sport pour éduquer les enfants ou les pratiquants et leur faire comprendre des choses. Parce que je crois que le sport est universel, c'est à peu près la seule religion qu'on partage tous, et que ça peut véhiculer des messages forts. Voilà. Et notamment auprès des enfants. Laetitia Zappella, donc dans toutes les initiatives qui sont menées à l'UFOLEP et dans des différentes disciplines, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Qu'est-ce que vous pourriez citer vraiment qui va dans le sens de ce développement durable ? Spécifiquement par les jeunes ou pour les jeunes ? Pas forcément pour les jeunes, mais au sein de l'UFOLEP. Au sein de l'UFOLEP, moi, ce qui m'avait marqué, c'était un département où en fait, des associations autour du comité se sont regroupées quand ils ont vu que l'UFOLEP s'engageait dans le développement durable. Moi, j'y suis allée. Et ensuite, ils se sont regroupés pour essayer de créer leur propre centre de ressources sur qu'est-ce qui existait localement chez eux qui pourrait les aider à limiter leur impact environnemental dans l'organisation de leurs événements. Et en fait, il y avait déjà les outils du FOEP national, mais c'est des outils qui restent très généraux. Et ils ont vraiment travaillé entre eux pour créer leur propre centre de ressources, leur propre réserve, de quoi ils avaient besoin, quel contact à prendre. Et c'est vraiment les associations qui sont mises entre elles. La déléguée, en fait, elle n'a fait que rédiger ce qu'il lui demandait de rédiger. Donc ça m'avait frappé parce que c'était, en fait, ça exprimait un besoin qu'ils avaient, eux, de pouvoir s'engager dans la démarche et d'avoir un outil qui correspondait au local, en fait.
Après, il y a d'autres réflexions qui ont eu lieu. Hein. On a eu un événement très expérimental sur le développement durable, qui en fait, après quelques années, il se disait qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin. Et on a rencontré d'autres associations, ils ont échangé, et ils ont en fait repris complètement leur événement à l'envers, et ils ont tout remis en question, tout retravaillé pour se créer en fait, quelques grands principes, et à partir de là, réussir à avoir d'autres personnes qui venaient autour d'eux et créer d'autres petits événements plutôt que d'avoir un gros événement. L'éco-tour en Rhône-Alpes, en fait. Donc ça, ce sont des démarches que j'ai trouvées très intéressantes parce qu'elles étaient plus originales et beaucoup basées sur la solidarité, en fait, et l'échange, le partage. La solidarité et l'échange. Pascal Griffo va venir nous rejoindre, qui est donc à la Fédération de tennis de table. Pascal, alors vous avez fait beaucoup de choses, hein, justement. Oui, mais après. Expliquez-nous, tenez, voilà le micro. Merci. Vous êtes vraiment à la pointe, hein, à la Fédération. À la pointe, je sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. C'est Pascal qui a dit, c'est Pascal et Maël qui ont dit ça, certainement. Ils vous ont vendu. Mais ils sont un petit peu responsables aussi. Si on n'est pas à la pointe, mais parce qu'en 2011, la Fédération française de tennis de table a décidé de s'engager dans cette démarche de développement durable. Et à cette occasion, ils m'ont demandé de piloter un petit peu une équipe autour de ça. Et ma première démarche, c'était de rencontrer Maël et Pascal, parce que je suis totalement novice là-dedans. J'ai découvert plein de choses. Et comme tu disais, Pascal, tout à l'heure, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on en fait du développement durable dans les clubs. Et un petit peu, donc je vous remercie quand même, parce que vous m'avez bien aidé. Et à ce jour, la Fédération française de tennis de table a mis en place une stratégie nationale. Donc on a un petit peu copié sur la stratégie nationale du ministère, mais on l'a adaptée au tennis de table. Et entre autres, une des actions qui a été menée en 2012, le championnat par équipe, le cœur de l'activité en tennis de table, se jouait à 6 joueurs. Et en 2012, donc, la Fédération a décidé à passer à 4 joueurs les équipes. Donc je ne vous explique pas quand au niveau associatif on change le cœur de l'activité, ça remue un petit peu. Mais au bout de 3 ans d'essais, d'expérimentation, maintenant c'est rentré dans les mœurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce changement a été effectué à tous les niveaux, national, régional et départemental. Donc maintenant, partout en France, on joue en tennis de table par équipe à 4 joueurs. Donc entre 6 et 4, ben, voilà, 2 voitures, 1 voiture, c'est simple, le calcul est facile à faire. Alors, on pensait qu'on allait avoir plus d'équipes. Donc à la limite, ce côté positif, on allait peut-être aussi le casser par le plus d'équipes. En vérité, non, il n'y a pas eu plus d'équipes d'engagés. Donc globalement, l'action est bénéfique. Et bon, aujourd'hui, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude, tout Voilà. à fait. Et quand ce sera vraiment une habitude, on n'aura même plus besoin de faire une conférence pour parler de développement durable parce que ce sera acquis. Des exemples comme ça, Pascal Vauthier, Maël Besson, il y en a plein. Et on en parlait tout à l'heure, la Fédération française de voile, par exemple, qui est vraiment, elle aussi, en matière de développement durable. Alors, c'est sans doute aussi lié à la sensibilité des marins par rapport à la nature et puis l'élément, la mer, l'océan. Mais il y a beaucoup d'initiatives aussi dans ce domaine. On va vous donner un petit micro pour que vous puissiez illustrer tout ça. Alors oui, Pascal effectivement, Vauthier. il y a beaucoup d'initiatives. Alors, première initiative qui me vient spontanément à l'esprit de la Fédération française de voile, c'est d'organiser ces championnats de France pour les minimes sous forme de championnats de France qu'ils ont appelés de flotte collective. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un partenariat avec les fabricants de bateaux. Il y a des bateaux qui sont mis à disposition, qui sont loués par les fabricants aux structures de la fédération, à ses ligues, à ses comités. Et au lieu que chaque famille soit obligée d'acheter un bateau, de venir à une compétition en tractant le bateau derrière la voiture, les bateaux sont mis directement à disposition dans les écoles de voile, sont mis à disposition sur les plans d'eau, ce qui permet d'une part de ne pas être obligé d'acheter un bateau, ce qui permet d'utiliser des transports en commun ou de faire du covoiturage pour venir sur un lieu de compétition, et ce qui permet ensuite de faire une compétition, chaque compétiteur ayant la même embarcation. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que c'est effectivement, tout comme nous l'a expliqué Pascal Griffo pour le tennis de table, une révolution dans la façon d'organiser une compétition sportive. Maël Besson, ça c'est quelque chose que vous constatez régulièrement, des initiatives comme celle que Pascal Vauthier vient d'expliquer? Complètement, il commence à en avoir un panel. Ce qui est intéressant finalement, c'est que les solutions, elles viennent de notre capacité à remettre en question nos modèles, nos systèmes et nos habitudes. Et c'est en réfléchissant sur
comment on peut repenser notre mode de consommation de matériel sportif, comment on peut repenser nos déplacements, nos manières de s'organiser, comment on peut arriver à changer complètement. Il y a plein d'initiatives. Ça me fait penser à une initiative alors là, on passe de la voile à la montagne, mais de montagnards, de camp to camp. Ce sont des univers qui peuvent se ressembler parfois. Ils ont lancé un concours de toutes les courses en montagne. Une course en montagne, c'est en gros, on va faire un sommet ou en VTT ou en escalade. Et toutes les courses qu'on pouvait faire en transport en commun. Et finalement, de cette idée de juste, on enlève la voiture, on y va en transport en commun, ça a ouvert un nombre d'itinéraires parce que tout simplement, il n'y avait plus besoin de revenir au point de départ pour récupérer la voiture. Donc finalement, on ouvrait une perspective de développement de l'activité, de course, qui est à peu près fabuleuse. Et c'est ça que je trouve assez chouette dans le développement durable, c'est que, alors nous, pourquoi on rentre dans une démarche de développement durable dans le sport, c'est bon, on l'a dit, on a une responsabilité, on doit tous réduire notre impact. On l'a dit aussi, Sébastien, tu l'as dit, on a aussi un rôle, le sport a un rôle éducatif à jouer sur ces questions-là. On a besoin d'anticiper aussi voilà, le coût du carburant, diminuer voilà, certaines réglementations, d'anticiper certaines réglementations qui peuvent nous empêcher d'aller sur certains sites de pratique et tout ça. Mais c'est aussi une source d'opportunités, de repenser, d'innovation qui est assez fabuleuse en fait. Et toutes ces initiatives-là, on n'imagine pas les perspectives qu'on peut avoir, comment ça peut ouvrir finalement. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est comment on peut en remettant en question nos modèles, nos systèmes et nos habitudes, comment on peut trouver les solutions qui peuvent être plus que bénéfiques au final. Découvrir autre chose. Maëlle Besson parlait du rôle éducatif, Sébastien Chabal. Dans le monde du sport, certains grands sportifs, comme vous, sont engagés, portent des valeurs, notamment par rapport au développement durable. Donc vous-même, je pense à Vincenzo Lizarazu également, Tony Estanguet, bien sûr, magnifique ambassadeur. Quelque part, est-ce qu'il n'en faudrait pas plus? Est-ce que vous regrettez parfois que le monde du sport de haut niveau, que des icônes sportives comme vous ne soient pas plus engagés? Parce que c'est évident que ce sont des modèles et que les jeunes vont les suivre. Vous êtes très important, bien sûr. Bien sûr, forcément, parce qu'on a un impact beaucoup plus large qu'une personne lambda ou que quelqu'un qui n'a pas cette notoriété. Mais après, il faudrait que tous les acteurs s'engagent, tous les sportifs et tous ces gens qui sont reconnus et reconnaissables. Mais je crois aussi qu'il faut faire ça avec son cœur. Parce que si on porte une parole auquel on ne croit pas, je pense que le message sonne un peu faux. Sonne pas vrai et ça dure qu'un temps. Donc bien sûr qu'il faut inciter, et on a cité quelques sportifs, mais il y en a beaucoup qui sont impliqués et qu'on n'entend pas, mais c'est des implications locales sur des petites manifestations, sur des petites actions, mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, petit à petit on va réussir à faire de grandes choses. Donc voilà, incitons les sportifs et tous mes camarades à s'associer à ces actions et ça sera bénéfique pour tout le monde. Mais forcément, il n'y en a jamais assez. Et en faisant appel à votre expérience, à votre passé, alors pas forcément à votre carrière internationale, mais lorsque vous avez débuté dans des clubs évidemment plus petits, est-ce que, avec le recul, vous vous dites, c'est vrai que là, on aurait pu avoir une démarche beaucoup plus éco-responsable, notamment en matière de transport, même si, et on pourra y revenir, Pascal Vauthier, bon, on plaide beaucoup pour le covoiturage, pour le transport en commun. En même temps, c'est peut-être pas aussi facile partout. Il y a peut-être des endroits en France où c'est pas facile, il n'y a pas de transport en commun pour aller sur un lieu de tournoi ou aller à l'entraînement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué ? Alors sur les covoiturages, non, parce que nous on est vite 40, donc on était obligé de prendre un bus. Donc le bus, ça fait qu'un moyen de transport, ça pollue un peu plus qu'une voiture, mais voilà, du coup. Mais c'est vrai que dans certains clubs professionnels dans lesquels jouer, on a des partenariats avec de l'eau, des fabricants d'eau, donc qui nous fournissent de l'eau. Et c'est vrai que les clubs aujourd'hui sont attentifs à ça, parce que généralement on mettait un pack de 50 bouteilles, et puis tous les joueurs venaient, buvaient 3 gouttes, jetaient la bouteille parce que tu es à l'entraînement, tu es en train de courir. Et aujourd'hui, quasiment tous les clubs ont des gourdes nominatives pour chaque joueur. Et du coup, voilà, à la fin, parce que
des fois, à la fin de l'entraînement, c'est une catastrophe. Il y avait 60 bouteilles par terre, à moitié vides, à moitié pleines, et à la fin de l'entraînement, elles finissaient à la poubelle. Donc c'était dramatique. Et c'est vrai que ça va marquer le fait de faire attention à la gestion de l'eau. Voilà. Maël Besson, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir sur le transport. C'est là encore, il faut arriver à faire la bascule, changer de paradigme. On parle toujours du covoiturage comme solution pour réduire nos transports et tout ça, mais on est toujours sur, on est souvent, mais pas toujours, sur finalement comment réduire l'impact du transport qu'on génère. Et on est en train d'essayer avec la Fédération française de basketball et puis plusieurs autres fédérations, l'UFOLEP, voir comment on se réorganise pour générer le moins de kilomètres. Après, on voit effectivement comment on le fait. Est-ce qu'on le fait en bus, en covoiturage, tout ça? Mais comment on fait pour, dans les compétitions, dans l'organisation des championnats, par les poules, est-ce que finalement, sur toutes les disciplines, on a besoin de respecter les départements? Est-ce qu'un club qui est au nord d'un département, il est obligé, il ne peut pas jouer avec le club qui est juste de l'autre côté de la frontière plutôt que rester dans son département? Vous êtes en train de nous faire la réforme territoriale, vraiment. Un peu de suite dans les idées. Hein. Est-ce que sur certains niveaux, on est obligé de garder le même nombre de clubs par poule? On s'est posé la question, on a fait faire une étude avec l'ADEME et tout ça, qui a montré que si on s'affranchissait de certaines contraintes, finalement, on pouvait économiser entre 5 et 15% des déplacements. On ne parle pas de comment on les fait, ces déplacements. C'est comment on en génère moins. Et du coup, on est en train de développer un logiciel qui permet aux fédérations, à une ligue, de mettre les participants, les clubs participantes, et d'avoir une proposition, un scénario optimisé au regard du nombre de déplacements. Mais on fait une économie d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de temps de transport, de coûts pour les parents, et puis même au niveau santé, voilà. Le temps de transport fait par rapport au temps d'activité, finalement, il est optimisé. Pardon. Donc voilà, c'est ce que je voulais apporter sur le transport. C'est pareil, il faut arriver à essayer de voir comment on ne génère pas, plutôt qu'essayer de gérer ce qu'on a généré. Ça, Laetitia, au sein de l'UFOLEP, lorsqu'elle doit faire énormément de kilomètres alors qu'elle pourrait peut-être jouer contre le voisin du département d'à côté, elles subissent l'organisation. Ça, elle ne le souhaite pas. J'ai joué moi également, et de faire de longs déplacements à l'autre côté du département ou de la région, c'est assez pénible. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que de la part des fédérations au niveau national, il y ait cette même démarche ou cette même prise en compte, ou en tout cas elle est très récente. Voilà, je me souviens notamment à l'UFOLEP de rencontres là-dessus, de réflexions sur l'organisation des championnats. Il y avait deux fédérations qui avaient répondu à cet appel pour cette réunion, et la Fédé de basket à l'époque avait envoyé, je crois, une personne qui était chargée d'une mission qui n'avait rien de représentatif et qui disait sa difficulté à faire passer le message auprès des dirigeants départementaux, nationaux. Juste une autre chose pour parler du allez-y. Justement, parler du rugby, on pourrait poser la question pourquoi la fédération veut construire un stade, donc qui serait plus éloigné que le Stade de France, mais c'est aussi, comment dire, une infrastructure supplémentaire. Alors, est-ce que Pierre Camus pose la question du développement durable pour son projet également? Et puis, juste on se terminerait concernant le mouvement olympique international qui a initié cette démarche, réflexion sur l'agenda 21, mais quelle crédibilité il peut avoir lorsque ensuite il y a les Jeux Olympiques d'Athènes avec des installations qui plongent un pays dans les difficultés économiques et des installations qui ne servent à rien. Non mais il y a plein d'éléphants blancs. Et puis également, après, on a les Jeux de Pékin, c'est la démesure, et Sochi, un autre exemple de démesure. Donc, quelle crédibilité ensuite a impulsé une démarche de développement durable? Pascal Vautier va vous répondre. Et puis il y aura une dernière question de ce côté-là, afin que Sébastien puisse partir. Oui, alors moi, très rapidement là-dessus, je crois qu'on ne va pas refaire l'histoire, malheureusement, de ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas reprocher. Il y avait un projet qui, sur le papier, était absolument extraordinaire, sur la façon dont les équipements devaient être soit démontés pour certains d'entre eux, soit réutilisés. Sauf qu'effectivement, derrière, la situation économique qu'a traversé le pays fait que les ambitions qui étaient portées par les organisateurs n'ont pas pu être réalisées, et qu'effectivement, ça fait mal au cœur de voir un stade olympique qui est aujourd'hui en ruine, ni plus ni moins. Mais ce n'était pas du tout la volonté des organisateurs de l'époque. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger et qu'il faut aussi replacer les choses dans un certain contexte. Allez, une dernière question.
Merci, bonjour à tous. Juste un petit témoignage. Moi, j'organise des courses à pied dans les déserts et j'ai eu envie de faire mon bilan carbone quand les moyens m'ont permis de le faire. Je me suis rendu compte, évidemment, que les avions, les hélicoptères, l'encadrement, c'était le plus gros budget. Donc, j'ai fait ma compensation carbone. C'est aussi une solution, quand même, pour les organisateurs. Et c'est aussi une solution de choisir sa compagnie aérienne qui fait de la compensation. Je me suis rendu compte que j'ai compensé quelque chose qui est déjà compensé. Donc, choisir son prestataire en fonction de son éthique, de ses valeurs, c'est aussi une possibilité. Comme des sponsors. Il y a des sponsors qu'on peut refuser parce qu'ils ne correspondent pas à notre façon de voir le monde, puisqu'on a envie de le changer. C'était juste ce témoignage. Donc je me suis rendu compte que j'avais des choses que je pourrais faire concrètement sur mes bivouacs, du solaire. Donc j'ai une société suisse que j'ai eue en partenariat. Malheureusement, ils viennent de déposer le bilan, mais j'en cherche une autre s'il y en a dans la salle. J'ai mis des panneaux solaires et j'ai réussi à faire un peu plus de 35% d'alimentation en énergie de mes bivouacs. C'est un début, j'espère pouvoir continuer et aller beaucoup plus loin. Pour les déchets, c'est un autre problème. On est 2000 personnes au milieu de nulle part, évidemment, ça fait beaucoup de déchets. Donc tout ce qui est verre, tout ça c'est trié, c'est ramené. Mais tout ce qui est plastique, PET, déchets organiques, c'est brûlé dans un four incinérateur qu'on a fabriqué avec un ami. Donc il reste juste une petite poudre. Donc évidemment on me dit mais tu fais de la fumée dans le camion. Alors, je me suis renseigné, il faudrait un autre camion qui recycle la fumée du premier camion. Alors, après ça fait peut-être un petit peu trop, quoi. Voilà, c'est juste ce témoignage. Merci. Merci à vous. Voilà un témoignage qui va clore cette conférence parce que je sais que Sébastien doit partir, donc il est je crois pratiquement 20h. Une dernière question, alors ça n'a rien à voir avec le développement durable. La finale du top 14, le Stade français c'est un beau vainqueur. Il n'y a pas une malédiction sur Clermont-Ferrand, Sébastien Chabal? Je ne pensais pas qu'on allait parler de rugby ce soir. Ah bon? C'est un beau vainqueur, mais en tout cas mon sentiment est mitigé parce que j'ai des copains dans les deux camps et de voir les joueurs de Clermont s'effondrer au sol au coup de sifflet final, ça m'a fait un peu mal au ventre. Voilà. Mais je crois que le meilleur a gagné. Et ça, c'est la logique du sport. Donc voilà. C'est la logique du sport. En tout cas, merci à vous vraiment d'être venus. Merci pour vos initiatives. Donc on a bien compris que vous serez à côté de Zinedine Zidane pour remettre les trophées. Il paraît. Il paraît. Voilà, vous l'avez appris en direct. Ah, c'est une bêtise. Ah, mais les barbus disent souvent des bêtises. En fait, c'est pas Zidane. Non, mais t'enfonces pas, dis rien. C'est bon, laisse passer. Ah, voilà. Vous serez avec Generali dans le jury. Voilà. C'est pas mal non plus, hein. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, merci à vous tous d'être venus. Alors sachez que ne partez pas, il y a un petit cocktail bio qui est prévu, ce qui va vous permettre de poursuivre cet échange avec les différents intervenants qui sont là. Voilà, vous pourrez reparler tout à l'heure avec Pascal Vautier et Maëlle Besson. Merci, Laetitia Zappella. Et puis, bon retour. À très bientôt. Sébastien Chabal est en discussion, en train de négocier son prochain contrat. Merci à vous. Au revoir.